Et salut mes poulets, on se retrouve pour un format plus court aujourd'hui. C'est bon, vous pouvez souffler, je vais plus vous noyer dans une mer d'infos. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les obligations des États développés sont-elles risquées? Eh bien, tous les investissements comportent des risques, donc oui. Bon d'accord, je vais développer un petit peu quand même. Je vais arrêter mes vannes de merde et me recentrer un petit peu sur le sujet, et nous on se retrouve après intro. Alors évidemment, on retrouve les risques classiques inhérents à toutes les obligations, tels que ceux liés à l'inflation, au changement des taux ou à la liquidité. Mais c'est pas sur ceux-là que je vais m'attarder aujourd'hui, puisque je vais me concentrer sur le risque de faillite des États. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur les risques des différents sous-jacents, je vous la mets là et on passe à la suite. On pourrait croire tout simplement que dans le fond, un État ne peut pas vraiment faire faillite, puisqu'il vit simplement des impôts qu'il lève. Mais on va se rendre compte que finalement, dans certaines configurations, ça peut quand même arriver. Et c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la trappe à dette. Et pour vous l'expliquer avec mes mots, le concept est finalement assez simple. C'est juste qu'un État a des dettes, qui sont les obligations qu'il émet, et que ces dettes ont un taux d'intérêt. Chaque année, l'État doit donc rembourser ces taux d'intérêt, ce que l'on appelle la charge de la dette. Cette charge vient évidemment peser sur les dépenses de l'État, mais tant qu'elle est maîtrisée, c'est pas un vrai problème parce que les sociétés dans le pays continuent de se développer, l'État continue de pouvoir lever de l'impôt, et même si la dette augmente peut-être au fil du temps, tant que la croissance dans le pays augmente en même temps, c'est pas un vrai souci. D'où le fait qu'on mesure souvent la dette publique en pourcentage du PIB et qu'on ne regarde pas simplement le chiffre brut. Sauf que vous l'aurez bien compris, plus l'État est endetté, plus la charge de la dette pèse un poids important sur l'économie, ce qui peut finalement amener l'État à emprunter plus d'argent juste pour rembourser les intérêts de ses créanciers précédents. Et c'est à ce moment-là qu'on se heurte au véritable problème, qui est que plus l'État a de dettes, plus il se retrouve à devoir créer de la nouvelle dette pour pouvoir payer les intérêts des précédentes, donc son niveau de dette monte, et en plus, plus son niveau de dette monte, plus sa dette est vue comme risquée, donc les investisseurs, pour combler ce risque et que cet investissement reste intéressant pour eux, vont demander des taux d'intérêt plus élevés, des taux d'intérêt plus élevés qui vont évidemment peser sur la charge de la dette, obligeant l'État à s'endetter encore plus vite, et donc à demander encore plus d'intérêts, jusqu'au moment où l'État devient insolvable et que plus personne ne souhaite acheter ses obligations. Et c'est finalement au moment où les investisseurs considèrent que cette dette est devenue trop risquée que tout le système s'écroule, parce qu'au-delà des intérêts de la dette, à chaque échéance d'obligation, l'État doit bien rembourser le capital qui est généralement remboursé avec l'argent d'un autre investisseur par l'émission de nouvelles obligations. C'est ce qu'on appelle le roulement de la dette. Mais ce procédé ne peut pas fonctionner si on ne trouve pas de nouveaux acheteurs pour cette dette. C'est important de cerner concernant le roulement de la dette, c'est la latence entre la hausse des taux des banques centrales et l'impact que ça va avoir sur les finances de l'État. Parce que lorsque les taux montent, l'État possède encore ses anciennes dettes, qui ont les anciens taux d'intérêt. Et donc l'impact réel de la hausse des taux d'intérêt sur les finances de l'État ne va se faire que très progressivement sur une longue période de temps où finalement la charge de la dette globale va augmenter petit à petit et pas du jour au lendemain. Et en Europe, la duration moyenne de la dette est d'environ 8 ans. Ça ne veut pas dire que toutes les dettes ont été remplacées au bout de 8 ans, mais qu'en moyenne pondérée, la durée des obligations d'État est de 8 ans. Notez que je parle ici de la dette européenne. Mais si on regarde la dette japonaise, on est plutôt à une duration de 9 ans et demi, et si on regarde l'américaine, on a beaucoup plus d'obligations court terme, donc sa duration moyenne est de plutôt 6 ans. Bon, quand on a donné ces chiffres, on a tout dit et en même temps on n'a rien dit, c'est pour ça qu'on va zoomer un petit peu. Sur une période de 1 an, seul environ 1/8 de la dette européenne est complètement remplacée. Si on monte sur un horizon 5 ans, au total, on sera plutôt autour de 40%, mais pour remplacer vraiment une grosse partie de la dette publique, il faut attendre un horizon de temps plus long. Et c'est là qu'on se heurte à un mur. C'est que quand on regarde les taux d'emprunt des États développés sur cette dernière décennie, on se rend compte qu'on a ici une période de plusieurs années pendant laquelle ils pouvaient se permettre d'emprunter quasiment gratuitement. Ce qu'ils ne se sont évidemment pas gênés de faire
Or, depuis 2022, les taux remontent. Et donc, toute la dette qui a été contractée pendant cette période est progressivement remplacée par de la dette avec des taux plus élevés. Donc beaucoup plus de charges d'intérêt de la dette, beaucoup plus d'endettement des États, et on commence un petit peu à rentrer dans le cercle vicieux que j'avais énoncé au début. C'est que cette mécanique est extrêmement lente et insidieuse. Elle ne se fait presque pas ressentir au début, on a l'impression que tout va bien, mais quand les choses commencent à déraper, il vous reste peut-être le choix, si vous pouvez encore le faire, entre revendre vos obligations en urgence sur le marché secondaire, mais vous risquez de devoir payer une grosse prime pour pouvoir trouver un acheteur, ou alors rester jusqu'à la fin de la durée de votre obligation avec la crainte que l'État ne fasse faillite avant. Évidemment, comme c'est un mécanisme très lent, la faillite ne devrait pas arriver demain matin. Mais on peut quand même vraiment se poser la question de si le rapport rendement-risque des obligations d'État de pays développés aujourd'hui est toujours intéressant. Parce que finalement, les taux qu'on nous sert ne sont pas si attractifs que ça, alors que le risque, lui, commence quand même à se matérialiser. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est typiquement ce genre de produit que votre banquier va vous recommander si vous avez une certaine aversion au risque. Ils sont toujours considérés dans la finance traditionnelle comme étant sécuritaires. Mais si vous avez un horizon de placement très long, le danger est quand même bien réel. Aujourd'hui, si votre argent est investi dans une assurance vie en branche 21 ou encore dans des fonds bancaires considérés comme étant à faible risque, je ne peux que vous inviter à aller jeter un œil à ce qu'il y a concrètement dedans, afin de voir si vous n'êtes pas peut-être trop exposé à ça, auquel cas, vous diversifier un petit peu ne peut pas vous faire de mal. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le sujet vous a plu, pensez à vous abonner, et puis d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt mes poulets.